L'innovation en région, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos territoires. Dans cet épisode, je reçois Boris Ravignon, vice-président de la région Grand Est, deuxième région industrielle de France et acteur majeur de l'accompagnement des entreprises de territoire. Comment simplifier les démarches de financement des entreprises ? Quels sont les moteurs de compétitivité pour les PME ou encore comment concilier l'industrie avec l'environnement et l'humain ? Boris nous décrypte les enjeux de l'industrie 5.0 dans le Grand Est. L'innovation en région, un podcast proposé par Schneider Electric. Bonjour Boris Ravignon. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge de l'économie, des fonds européens et de la commande publique pour la région Grand Est. On est un peu chez vous aujourd'hui finalement parce que nous enregistrons ce podcast depuis un événement majeur de la région Grand Est, le BE 4.0, la vitrine des industries du futur. C'est bien ça ? C'est bien ça, oui, tout à fait. Bon, alors au sein de la région, est-ce que vous pouvez en 2-3 mots nous donner la vision de ce que vous faites ? Alors la vision de ce que je fais, c'est d'être aux côtés du président Jean Rotner, président de la région Grand Est, pour accompagner le parcours qu'on souhaite faire accomplir par les entreprises du Grand Est dans 3 directions qui sont majeures, qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre, mais qui sont la révolution, la transformation écologique, la révolution industrielle, et nous, chez nous, ici dans le Grand Est, on ne fait rien comme les autres, on l'a appelé le 5.0, encore plus fort que le 4.0. Et oui, je vous expliquerai après, si vous le voulez, pourquoi on a rajouté ce 5.0. Et puis, la révolution numérique. Et là, les menaces et les opportunités existent dans chaque domaine, mais la menace, c'est de rester à l'écart, de passer à côté, alors que le monde entier s'engage dans cette révolution digitale. Alors, sujet passionnant, on a un sujet plutôt aussi France, sur la réindustrialisation, puisqu'il m'intéresse aussi, c'est de savoir concrètement comment ça se passe sur le territoire Grand Est et pourquoi la politique industrielle sur le Grand Est, ça marche. Pourquoi ça fonctionne ? Alors ça fonctionne parce que je crois qu'on essaie de faire les choses tout simplement dans l'ordre. Quand vous avez, comme c'est notre cas ici en Grand Est, 90% de nos PMI, entreprises industrielles, qui ont moins de 20 salariés, 90%, moins de 20. Donc l'immense majorité sont des petites entreprises. Vous imaginez que vous avez en face de vous des dirigeants qui font tout. Le commercial, l'administratif et le financier, le technique. Et ils sont parfois, bien sûr, heureusement, des cadres à leur côté pour travailler. Mais on a vraiment un sujet, c'est de rendre ces transformations, ces parcours que l'on propose compréhensibles, accessibles, de supprimer la censure que peuvent avoir un certain nombre de ces industriels qui se disent « tout ça, c'est pas pour moi ». J'allais le dire. Parce que quand on parle d'industrie 4.0, je dirais OK pour les grands groupes. Et finalement, ce que vous venez de me confirmer, c'est que pour une PME, pour une PMI, ça peut faire peur de se transformer, ça peut faire peur d'investir. Et finalement, j'ai le sentiment en vous écoutant qu'il y a des solutions à leur portée. Bien sûr. Quelles sont-elles sur la région Grand Est ? Alors, justement, la crainte, c'est on est face à une falaise. Centaines de mètres et on ne voit absolument pas comment on va pouvoir arriver en haut. Notre rôle, c'est, je crois, de faire plusieurs choses. D'abord, d'avoir un travail avec ces chefs d'entreprise pour leur faire comprendre que si on fait un diagnostic industrie du futur, industrie 5.0, on va quand même être un peu mieux armé. C'est-à-dire un diagnostic, on va commencer à regarder où on va pouvoir prendre des prises, de là où on part, par quel passage on pourrait passer. Et donc, d'essayer finalement que cette falaise qui est devant nous, on la fragmente en une succession d'étapes de transformation qu'on va prendre les unes après l'autre. Et puis notre travail, c'est aussi d'essayer de rassembler ceux qui peuvent offrir des solutions. Parce qu'on n'est pas tout seul à gravir cette falaise. Il y a plein de gens, et c'est l'essence même de ce salon. Le BE 4.0, c'est ça, c'est se faire se retrouver ceux qui cherchent des solutions techniques, technologiques pour les 3 grands défis qu'on évoquait tout à l'heure, et puis ceux qui en proposent. C'est ici un salon finalement d'offreurs de solutions. C'est une vraie plateforme de mise en relation réelle, quoi. Exact. Alors en physique en plus ça fait du bien. Ça fait plaisir de se revoir, mais aussi en numérique. Il y a beaucoup de gens qui suivent les débats ici et puis qui nouent comme ça des relations à distance. Et donc voilà, la région, son travail, c'est un travail de sensibilisation, d'accompagnement, de soutien au diagnostic, de mobiliser les offreurs de solutions et ensuite, clairement, d'être aussi le partenaire financier des entreprises qui décident d'investir parce que se moderniser, faire ce travail vers l'industrie 5.0, vers la transformation écologique ou numérique, c'est une évolution positive, qui est absolument, qui dégage en économie, on dirait, des externalités positives, qui va faire progresser tout le tissu économique de notre territoire, et c'est pour ça qu'on l'accompagne, y compris en mobilisant des soutiens publics. Financement, formation, écosystème de la recherche, on le voit bien avec le BE 4.0.
en région Grand Est, c'est l'industrie 5.0. Alors pourquoi 5.0 et pas 4.0 ? Vous avez un coup d'avance, c'est ça ? Alors on essaye, bien sûr, c'est notre objectif. Bon, l'industrie 4.0, quatrième révolution industrielle, je ne reviens pas là-dessus, je sais que c'est un concept qui est bien compris. Mais on s'est dit que nous, aujourd'hui, l'industrie, elle devait aussi intégrer la dimension écologique, la dimension développement durable et la dimension humaine. Sociale et sociétale, quoi. Oui, et l'homme, vraiment, au sens l'humain, au sens où quel est aujourd'hui l'un des principaux obstacles que rencontre l'industrie ? Le problème d'attractivité à l'égard des ressources humaines. Il suffit un vrai sujet, il suffit de visiter une entreprise aujourd'hui pour que vous être assailli de questions sur comment vous pouvez nous aider sur la formation, sur le fait de trouver les compétences. Aujourd'hui, moi, je connais, je suis aussi élu local dans les Ardennes, beaucoup plus d'entreprises qui ont peur de ne pas trouver les ingénieurs, les techniciens dont elles ont besoin, et qu'elles ont peur de leurs concurrents ou des évolutions, des bouleversements sur les marchés. C'est plus la partie RH que la partie concurrence. Exactement. Et donc, justement, il y a un point qui est que l'industrie a souvent cette image d'être pas assez respectueuse de l'homme lui-même, y compris même parfois de son intégrité physique. Ce qu'on appelle la pénibilité dans l'industrie, c'est hélas une très mauvaise publicité pour les métiers industriels qui aujourd'hui peuvent complètement changer et vont complètement changer avec tout le travail qui est fait. Il suffit de penser, moi j'ai encore dans mon territoire des forges, des fonderies, ce que les exosquelettes permettent de faire aux ouvriers, aux forgerons, de soulever des charges encore ou plus lourdes, mais avec moins d'efforts. Enfin, moins de pénibilité, quoi. Moins de pénibilité, mieux protéger l'homme, y compris dans son intégrité physique, et du coup sortir l'industrie de cette mauvaise image qu'elle a parfois, qui est très imméritée, parce que ça ne concerne que quelques secteurs, mais ça lui fait globalement du tort aujourd'hui. Et donc, on voulait, avec cette industrie 5.0, avoir une industrie aussi réconciliée avec ses hommes. Boris, on a bien compris que l'industrie donc 5.0 plaçait l'humain au cœur de tout cet écosystème, tel que vous l'exprimez. Donc, il y a un vrai sujet d'attractivité pour attirer de nouveaux talents, bien sûr, de nouveaux jeunes, de nouveaux métiers. Si nous n'arrivons pas à attirer de nouveaux talents, de nouveaux jeunes, c'est la perte de vitesse d'un territoire, c'est quoi les conséquences qu'il y a derrière ? On est, nous, la deuxième région industrielle de France, donc on n'a pas le droit à l'échec là-dessus. Failure is not an option. Ok. Les trois transitions qu'on évoquait tout à l'heure, la transition écologique, si on la rate à l'échelle de notre pays, l'importance de la région Grand Est fait qu'on met en danger la capacité même du pays à être au rendez-vous de ce défi-là. Et je crois qu'on sait tous majeur, ce défi. On sait tous l'importance que ça a. Sur le numérique, si effectivement en région Grand Est, on n'a pas cette diffusion de la digitalisation partout dans les entreprises, on va prendre énormément de retard et on a des entreprises qui tendanciellement vont perdre de la compétitivité par rapport à leurs concurrentes. Or, on est une région totalement immergé dans la mondialisation. 40% de notre activité dépend de l'export. Si vous êtes plus compétitif à l'export, si les prix et surtout si la qualité des produits et services que vous vendez n'est plus au rendez-vous, eh bien, vous perdez des clients. Et donc, c'est un cercle vicieux qu'on engage alors qu'on se bat justement pour s'engager plutôt dans un cercle vertueux. Et alors, le positionnement géographique finalement du Grand Est versus ces trois frontières, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, pas très loin. Et le Luxembourg. Pas très loin. Et le Luxembourg. C'est un atout ou c'est quoi ? Ça titille un petit peu l'activité ? Comment ça se passe, la relation avec nos pays frontaliers ? Alors, de notre point de vue, et très globalement, c'est bien sûr un immense atout. Il y a des concurrences, naturellement. Nos voisins sont très dynamiques et donc sur un certain nombre de sujets, les compétences qui peuvent exister ici sont aussi attirées par ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Mais globalement, on a, je crois, on est la première région européenne avec autant de frontières et autant surtout d'activités transfrontalières. C'est-à-dire que sur tous les pans de nos frontières, que ce soit avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne ou la Suisse, on travaille de part et d'autre et on s'enrichit de part et d'autre dans cette relation. Et donc vraiment, pour nous, on cherche à encore développer davantage les coopérations. Vous voyez, je suis aussi vice-président en charge de la commande publique. Bon, on travaille sur la commande publique à faire qu'on ait une commande publique qui encourage davantage les producteurs locaux. Et les producteurs locaux, c'est aussi bien l'entreprise qui est dans le Bade-Wurtemberg, juste à côté d'ici, et qui a une partie de ses salariés qui sont des Français qui passent tous les jours la frontière, que des entreprises du Grand Est stricto sensu. Donc on a vraiment cette vision qu'on partage un territoire
avec nos voisins et qu'on a finalement une prospérité partagée avec eux. Alors, l'industrie se modernise, l'industrie 5.0, on revient, c'était l'occasion aussi de faire un focus sur l'humain. On parlait tout à l'heure de pénibilité. Est-ce que finalement, dans les ressources, dans les compétences, la femme, entre autres, a justement une place importante dans l'industrie parce que la pénibilité, parce que finalement les métiers changent et qu'il y a un intérêt qui se prononce, fait qu'elles viennent naturellement à l'industrie? Alors, je ne sais pas si elles viennent encore aujourd'hui naturellement à l'industrie, elles y viennent davantage qu'avant, parce qu'effectivement, je crois que l'image, petit à petit, même si on pourrait souhaiter que ça aille encore plus vite, et il faut que la perception que nos concitoyens ont de l'industrie évolue encore. Mais il y a des changements et j'ai ce sentiment effectivement que les filières techniques, les filières scientifiques, la technologie se féminisent progressivement et c'est une très grande chance. C'est une très grande chance. On va effectivement pouvoir s'appuyer pour le développement des activités industrielles dans notre territoire sur les deux moitiés de l'humanité. Au lieu de ne compter que sur une seule. Ouais, et c'est dans tous les cas toujours un vrai enrichissement. Et puis, je pense que ça doit nous amener encore davantage, on parlait tout à l'heure de la place de l'humain dans l'industrie, mais à repenser effectivement et avoir des activités industrielles qui soient attractives. Il faut, quand on veut, et quand c'est vital, comme c'est le cas aujourd'hui pour tous les industriels en France ou spécialement dans le Grand Est, d'être attractifs pour les talents, eh bien, il faut s'en donner les moyens. Et il faut avoir effectivement une image des conditions de vie et de travail qui s'améliorent. Boris, quand on parle de réindustrialiser, c'est aussi transformer. On peut transformer l'ancienne centrale nucléaire de Fessenheim. Comment ça se passe? Parce que là, pour le coup, on change de modèle. Il y a des emplois qui sont visiblement amenés à disparaître pour peut-être d'autres. C'est quoi la vision du vice-président de la région Grand Est? La vision du vice-président, c'est, je crois, aussi celle de tout l'exécutif, et commencer par Jean Rotner, c'est qu'on a subi cette fermeture sur laquelle on ne va pas revenir, mais on n'était pas partisans nous, de cette disparition. L'État, qui en a la prérogative, prend cette décision, et donc derrière, il faut l'assumer. Et c'est là que vous voyez la situation qui est celle finalement des élus locaux, bien souvent. Sans avoir pris la décision, on en assume toutes les conséquences. Et on va le faire parce que je crois que le Sud Alsace mérite aujourd'hui qu'il y ait une solidarité qui se manifeste, et la région sera aux côtés des acteurs locaux, aux côtés des projets et des initiatives de formation, des initiatives de reconversion, des initiatives industrielles, parce que ce site, on peut effectivement faire quelque chose. On avait là des compétences, des gens qui sont attachés légitimement au fait de pouvoir vivre dans le Sud Alsace, et on va accompagner la recréation d'activités économiques. Donc Fessenheim, c'est un peu l'accompagnement d'une situation subie, mais en même temps, la région, c'est l'accompagnement d'entreprises qui veulent s'implanter, qui veulent se démarquer, qui veulent innover. Pour autant, comment la région Grand Est facilite les démarches d'accompagnement, de financement, sans rentrer dans le millefeuille administratif que l'on connaît tous, et qui peut être un vrai frein en fait, au développement rapide d'une entreprise? Millefeuille, c'est super en pâtisserie, on aime tout ça, c'est très bon, mais pour l'organisation administrative, on devrait effectivement plutôt essayer d'avoir un autre modèle. Ce qu'on cherche à faire, nous, c'est plutôt à simplifier la vie des entrepreneurs, qui n'ont effectivement pas que ça à faire, d'aller chasser les possibilités d'être aidés sur leurs investissements. Donc on essaie avec les chambres de commerce, avec les consulaires, avec tous les acteurs de la vie économique, notamment les intercommunalités, qui ont aussi une partie de compétences, bien de s'organiser. Et on a un modèle qui est celui d'agences de développement économique qui existent presque dans tous les territoires. Il y a encore quelques zones sur lesquelles il faut combler des manques, mais on a ce modèle-là. Et l'idée, c'est qu'il y ait pour un patron de PME ou d'un ETI qui a un projet, eh bien, un interlocuteur, quelqu'un de confiance qu'il voit régulièrement, qui confie aussi ses options stratégiques et qui va pouvoir mobiliser tous ceux qui peuvent participer à un financement, ceux qui peuvent lui permettre de financer un diagnostic ou un parcours de transformation. Donc vraiment, on essaie de simplifier la relation et ça transite par ce modèle donc, d'agence de développement économique. Il y en a une très belle ici qui s'appelle l'Adira en Alsace, qui travaille, il fonctionne très très bien. Et dans d'autres territoires, eh bien, on a des agences du même type. Et donc voilà, notre rôle de région, on est un peu le grand frère, sans immodestie des collectivités du Grand Est. Et on est là, je crois, pour garantir qu'il y a une cohérence et qu'on laisse le millefeuille à la pâtisserie et à la gastronomie et qu'on essaie plutôt d'avoir de l'efficacité dans la relation avec les chefs d'entreprise. Très bien. Je suis une industrie, je veux transformer mon industrie non pas en 4.0 mais en 5.0. Allez, un ou deux conseils que vous pourriez nous partager.
Eh bien, c'est effectivement d'en parler à l'agence de développement ou à la maison de la région, s'ils veulent venir dans les maisons de région qui existent aussi sur tous les territoires, et de commencer par un diagnostic. Il y a vraiment, si on est sensible aux grandes transformations qu'on doit opérer dans son entreprise, il y a vraiment un sujet aujourd'hui, c'est de partir d'un diagnostic d'où on part, quels sont les enjeux, et justement ne pas avoir cet effet falaise de 100 mètres à monter à main nue et franchir justement des petites étapes pour baliser le parcours de progrès. Se sentir accompagné. Se sentir accompagné et rassuré sur le fait que c'est la marche, c'est un pas après l'autre. Boris, merci d'avoir participé au podcast de l'innovation en région depuis le BE 4.0, un format proposé par Schneider Electric. Merci à vous. À bientôt.